Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture bande dessinée par leur travail, et on se retrouve pour une sortie événementielle qu'on attendait depuis très longtemps sur le podcast, qui s'appelle Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft, un titre qui évoque littéralement la dernière journée de ce célèbre romancier américain dont l'œuvre a façonné toute la culture populaire, fantastique, horrifique, cosmique d'aujourd'hui. Un ouvrage sorti chez 404 Comics, une création originale qui avait été annoncée 2 ans auparavant, et donc on a patiemment attendu. Et pour en parler aujourd'hui, on a accueilli l'équipe créative du bouquin, donc Romuald Giolivo. Non, comment tu m'as dit? Giolivo, c'est Giolivo, ça marche bien. Ouais, donc je l'avais bien. Giolivo. Donc tu es l'auteur de cette bande dessinée. Bienvenue à toi. Merci, c'est un plaisir. Et avec nous également l'artiste qui a livré des planches absolument fabuleuses, Jakub Rebelka. You are here in the podcast also. Yep. Hello. Thank you. On va peut-être commencer juste une question avec toi, tiens, pour le faire. So we'll start with a question with you. Could you just introduce yourself a little bit and tell us how you got into comic books in the beginning? Okay, so my name is Jakub Rebelka. I'm a Polish illustrator, painter, whatever you want to call it. I just deal with the visual media. So that was always my obsession, since a child. My father is a painter, and I had all the tools of his studio to play with since my childhood. So that was my long life pursuit of just doing this, I had no other choice. I was always drawing, yeah. And why is it an obsession to you? What's the strength of this kind of medium? I don't know. I'm not sure if I controlled that. When I was a kid, I was always drawing, and it was like my family knew that that's the only thing I can do. It just happened. I have no control over it. Okay, thank you. Romuald, je passe à toi. Pour te poser une question un petit peu similaire, c'est de te présenter vite fait. Et par contre, toi, donc c'est ta première bande dessinée, donc on t'a pas connu comme auteur de BD avant. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qui t'a finalement poussé à en faire ou attiré vers ce médium pour l'instant? Donc moi je m'appelle Romuald Giolivo, je suis écrivain pour grands adolescents et adultes pour des livres publiés à ce jour essentiellement à l'école des loisirs chez Anne Carrière. Et la bande dessinée, le roman graphique, je sais pas trop quelle terminologie, c'est l'éternelle problématique. Moi j'aime bien la terminologie de roman graphique parce qu'en fait ça vient un peu de là, c'est un peu une blague en fait. J'ai la chance de partager un atelier d'écriture, enfin un lieu de travail avec essentiellement à Bordeaux avec des dessinateurs de bande dessinée, et l'idée elle est venue un peu de là, c'est que je la voyais beaucoup parler de romans graphiques. Alors il y a différentes écoles, il y a ceux qui veulent faire du roman graphique, on n'est pas ensemble, ceux qui veulent faire du BD, voilà. Je sais que voilà, Laurent Kessy qui est un très bon ami se fout de ma gueule à chaque fois que je dis j'ai fait un roman graphique. Moi c'est une dénomination que j'aime pas trop, mais qui correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que j'entends les gens dire je fais un roman graphique. Bon voilà, pour moi ça ne correspondait pas à ce qu'était un roman, à ce qu'était devait être un roman, et je me suis dit si je devais faire effectivement vraiment ce qu'est un roman graphique, comment je le ferais? C'est-à-dire sous-entendu, je voulais travailler une forme vraiment littéraire dans le texte, et c'est un peu venu comme ça, un peu comme une blague de se dire je trouve ça un peu grotesque de parler de roman graphique pour des qui sont juste pour moi de mon point de vue du grosse BD, mais surtout en fait sont des livres. Enfin je n'arrive pas trop à mettre les trucs dans des cases. On sait tous que les cases il faut s'en méfier quoi. Mais voilà, c'était de se dire ça serait quoi de faire une bande dessinée mais d'un point de vue vraiment littéraire, c'est-à-dire venant d'un écrivain, même si ça existe, je suis pas le premier à le faire, mais c'est cette volonté-là qui est venue. Et puis Lovecraft, c'était une sorte de prétexte, peut-être qu'on va en parler, c'est comment est arrivé Lovecraft, pas un prétexte, mais c'est-à-dire comment est arrivé le fait que j'allais travailler sur Lovecraft, voilà. C'était la question qui allait suivre par rapport au sujet. Oui, on peut. Tu grilles mon conducteur. Ah ouais, désolé, je veux pas trop avancer. Tu as le droit de m'interrompre aussi si nécessaire. Donc après le sujet Lovecraft, comment il est arrivé, essentiellement parce que j'aime beaucoup le travail de François Bon, de ses premiers livres, notamment aux éditions de Minuit ou chez Verdier. Et quand il y a une quinzaine d'années, il s'est mis à retravailler. Je sais pas comment il est arrivé à ça. D'ailleurs, François, c'est toujours un peu mystérieux, mais il s'est intéressé à Lovecraft et il s'est mis à le retraduire un peu comme il le ferait, comme Jakub, un dessinateur, j'imagine, un carnet pour dessiner, dessiner dans le métro, etc. Le carnet de croquis. François Bon s'est mis à retraduire comme ça Lovecraft un peu pour s'amuser. Il est tombé dans Lovecraft lui aussi.
mais beaucoup à travers la correspondance. Et donc, je me suis mis à lire beaucoup la correspondance et donc à m'intéresser beaucoup, ce qui m'était déjà un peu arrivé, mais voilà, le sujet, c'est de dire, en fait, Lovecraft, s'il m'était apparu une évidence qu'on ne parlait que de son œuvre et très peu de l'homme qu'on était, alors qu'on savait tous que ce portrait de reclus de Providence, inventé par Derlet et ses continuateurs, renforcé par Sandy Peterson à l'époque du jeu de rôle, etc., était une immense mystery. Lovecraft était un grand voyageur, certes il voyageait à pied, en bus, c'est un gars qui voilà, il vivait pas tout seul, alors certes il vivait tout seul dans son quotidien, mais il pouvait écrire, voilà, il avait ses plus grandes périodes, il avait 70 correspondantes différentes, voilà. Je pense que on peut pas dire qu'il était tout seul. Bon bref, cette mythologie, et donc j'ai envie de me repenser là-dessus. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne. C'est à ce moment-là, je me suis dit bon voilà, la bande dessinée et Lovecraft, il y a quelque chose à faire parce que je trouvais aussi intéressant. Enfin, moi, j'ai jamais compris pourquoi la bande dessinée s'intéressait tant à Lovecraft. C'est un truc qui pour moi mystérieux. C'est-à-dire pourquoi s'acharner à vouloir représenter quelque chose dont l'auteur ne cesse de dire que c'est non représentable. Voilà. Chacun aime. Parce que ça fait un défi. Ça fait un défi. Ouais. Mais j'ai l'impression que le défi est souvent raté, mais de mon point de vue, hein, voilà, soyons clairs, je donne pas de leçon. Pour moi, il y en a qu'un qui a réussi, c'est Breccia. Voilà, c'est parce qu'il n'a pas représenté les créatures de Lovecraft, il a représenté la peur. Et il l'a fait. Mais après, cet album, il est très fautif aussi parce que on sait bien aujourd'hui que voilà, les illustrations sont délirantes, mais de reprendre le texte des nouvelles et de le découper, ça marche pas en fait en termes de lecture. Voilà. Aujourd'hui, on le ferait sûrement différemment. Bon, bref. Et donc, voilà, il y avait ce mystère de dire, moi, je vais faire un truc. J'aime les challenges un peu à la con, c'est-à-dire, on va faire un livre sur Lovecraft sans une seule tentacule. C'était ça aussi l'idée. Et pour boucler, le sujet en lui-même, pourquoi les derniers jours de Lovecraft, François Bon, il a fait un truc sur Internet, je vous invite à tous à aller voir, qui est un truc qu'il appelle l'instant Lovecraft. Je crois qu'il y en a près de 150. C'est-à-dire, il prend des petits trucs où il parle, je pense, sans filtre au conducteur, parce que je crois qu'il sait pas faire, en fait, d'avoir une imposition de fil ou quelque chose comme ça. Il parle d'un petit sujet, il peut parler de juste un petit élément qu'il a trouvé dans une lettre, etc. Et il y a un jour, il avait parlé d'un bouquin qui est assez connu dans le monde des fans de Lovecraft, qui est un bouquin de Willis Conover. Vers la fin de sa vie, Lovecraft a beaucoup échangé avec des gamins. Quand je dis gamin, 15-16 ans, Bloch, quand il échange avec Bloch, il a 16 ans, Bloch, à l'époque, hein. Et Bloch est l'un des rares, d'ailleurs, qui vient le voir à Providence. Il échangeait beaucoup avec des gosses et ces échanges sont très touchants parce que je pense qu'il savait qu'il allait mourir. Il n'avait pas eu voilà, sa vie sentimentale était un échec. Il savait qu'il n'aurait pas d'enfant. Et je pense que c'est ce moment aussi où, en fait, ça aurait pu commencer à marcher parce que les gosses de 15-16 ans commençaient à être morts dedans. Et il y a ce gamin qui lui écrit avec des questions très candides, lui demandant est-ce que le Necronomicon existe, est-ce que les dieux existent. Et lui répond de façon très didactique, un peu comme un père le ferait à un enfant. Et il se trouve que Willis Conover est devenu un mec hyper important après aux États-Unis. Il a eu il est devenu un animateur de jazz. C'était la grande voix du jazz, des émissions de jazz dans les années 50 à la radio. Donc c'est un mec qui ont passé tout. Et vers la fin de sa vie, il a envie de faire un bouquin sur ses échanges avec Lovecraft. Et ce bouquin est très touchant. Et François Bon, il fait une émission, il parle ce truc, et il dit voilà, tiens par exemple, les derniers jours de Lovecraft, ça serait un bon sujet de livre. Et là, à un moment, j'adore ces moments où ça fait des années que tu es dans quelque chose et les gens te demandent tu veux en faire un livre? Non, je sais pas, etc. Et tout d'un coup, il y a le déclic et tout se met en place. Enfin, tout se met en place. Voilà. Après, il y a 2 ans de travail derrière, mais voilà, je savais où j'allais venir. Voilà. La réponse est un peu longue, mais voilà. Mais c'est très bien. Mais justement, c'est-à-dire que tu avais commencé à travailler dessus, donc il y a plusieurs années auparavant. Et est-ce que ça a été dur ensuite de soumettre à un éditeur? Enfin, comment en fait se fait le contact avec Nicolas Beaujoin et aussi avec la rencontre avec Yacoub? En fait, c'est hyper simple parce que j'ai écrit le truc pendant 2 ans en me disant ce projet est tellement dingue. Et en plus, moi, j'étais un néophyte, tu vois, je ne connaissais rien au monde de la bande dessinée. Même si un néophyte, je suis pas non plus candide, hein, voilà, je passe mes journées à travailler dans les mêmes pièces que des dessinateurs, donc des scénaristes, voilà. Par exemple, pendant 2 ans Alain Hérol était là, donc on a parlé un petit peu. Alain Hérol qui est aussi un fan de Lovecraft, donc on a parlé de scénario, etc. Mais je me disais de toute façon, ce projet, c'est tellement dingue que je vais le publier. Je vais pas le publier, je vais l'écrire et puis je le rangerai dans un tiroir.
Il se trouve que j'ai un bon ami avec qui je bosse aussi à Bordeaux, qui s'appelle Laurent Kessy, donc qui est traducteur, scénariste, il fait tout, Laurent. Il fait tout avec brio. Et je lui dis, je lui parle de l'histoire, je lui dis, c'est complètement, mais je dis, je trouverai jamais personne, hein, c'est complètement dingue ce truc. Et il me dit, bah, ça tombe bien, je connais un mec qui est un peu dingue, envoie-le à Nicolas Beaujouan. Et donc, je dis, bon, pourquoi pas essayer. Et je pense que Nicolas m'a rappelé environ 40 minutes plus tard. Voilà, quand on connaît un peu le personnage, on n'est pas surpris. Et c'est assez magique parce que c'est vrai que on aime ces moments-là, ça arrive souvent. Voilà, Nicolas adorait le scénario. Tout de suite, il m'a dit, j'ai un gars en tête, j'adorerais bosser avec lui. On va lui envoyer un truc. On l'a même fait traduire en polonais. Mais tu vas pouvoir peut-être questionner Jacob, j'aime bien sa réponse là-dessus, voilà. Son point de vue. Ouais. Et Jacob va t'expliquer comment c'est passé, mais voilà. Et donc ça s'est passé comme ça, tout s'est passé d'une certaine façon un peu évidente, quoi. Okay. So Jakub, it's your turn already. We were discussing about how Nicolas immediately thought about you when he had to pick an artist to illustrate Le Dernier Jour de Lovecraft. So we want the story from your point of view. How did it get in contact? How did you get into contact with this project? What did you think at the beginning? Okay, so I think Nicolas read my comic book Judas. Yeah, that was published in US, and he really liked it. And he's going to publish it next year. Yeah, next year it will be published. But and he really liked the book, so he contacted me about the project he has with about Lovecraft. And at the time, I just bought the book with poetry of Lovecraft, and I was doing some sketches, just for myself, just to draw and write something. So it was really a coincidental thing that happened, and I said, okay. I took the script and I've read it. It's obviously, interesting. I gave it to my wife because that's usually the case. And I asked her, what do you think about it? And she said, yeah, you have to draw it. So I said to Nicolas, yeah, okay. Were you a fan of the Lovecraftian universe before? It's a tricky thing because I think there is no other choice right now because Lovecraft has become this huge monstrous thing outside of the novels. It's more like if you like Mignola, you like Lovecraft. If you like this, you like he penetrated a lot of things. Or the stuff he did inspired a lot of other people to do things about this universe. So I guess. Was it a challenge to do a whole graphic novel about Lovecraft without drawing tentacles or monsters? Because you're still going into the esoteric field at some point, but even the depiction of Nyarlathotep is not quite a monster. So was it hard? I didn't want to do it, because everyone is doing that. So for me, it was like I'm not interested in that. And the funny thing is that Romuald didn't want it to be also any tentacles in the book, and Nicolas is also the same, but we never spoke about it. We just, when I met those guys like a week ago, we just laughed that okay, we all didn't want tentacles in the book. That was nice. Did you have to do a lot of research, mostly also because you're portraying a lot of actual people? There's not only Lovecraft in this book, but there's also Alan Moore, Neil Gaiman. So that's quite easy to have their pictures. But for example, with Edgar Allan Poe or other people, was it? Did you have to do a lot of researches? I mean, the research was done by Romuald, but I just had to pick up it's easy today to find anything online. So that wasn't the problem. The problem was to translate all those things into the language of comics, So I spent a few months drawing just the sketches of the face of Lovecraft. I had his photo, before my eyes on my desk when I was drawing it. So I wanted to just take some of the features of his face or, the character and translate it into this symbol of a character that we will be carrying the story in a comic book. And so I think that Romuald gave you a lot of freedom in the way you are doing your panels and how did you translate the script into comic book pages? Romuald did an interesting thing about the script because it wasn't a usual comic strip,
he did write a lot of text with a lot of possibilities, right? But he also gave me the a small picture with the how he envisions the chapters of the book, with the central point being the Sonia chapter, and all the chapters around it. So I was using that, and I was also having this image before my eyes when I was drawing. So that was my road map to the book. But the choice of the images on the page was kind of very free for me. This free decision for me to make. So that was great, And in a more technical point of view, how are you working? Are you doing paintings on digital or on that's paper? That's a good question, because I don't really know. The work on this book was really, every page in that book is drawn in a different way. There is no point where it's the same on the pages. It's sometimes I use gouache paint or watercolor paints or pencil or ink or whatever. I've used all the tools that I had on my desk, and then I scan it and I work on it in Photoshop, and sometimes I print some elements and I add some elements with the paint, and everything is that's the oil painting, the first painting I did of Okay, but is it hard to keep a sort of artistic coherence? Yes, because it's a question of controlling the chaos, But I guess everyone is different. I am very chaotic person. I feel at best when I can do everything, If you'd ask me to draw a comic book inking, like a traditional comic book ink, I'm dying on the third page, It's not for me at all. I need this freedom, because I spend a lot of time behind the desk, so I don't want to be bored with this work. I want it to be emotionally interesting, and And is it also you that set the chromatic tone in the pages? For example, the big bright red when you are in these sequences versus a gray, very dim mood when you are with Lovecraft. Yeah, exactly. I always try to pick the color palette for the book, because I think if you use too many colors, it's like it looks like I don't know, ratatouille, like a vegetables kind of thing. It's too much, So I've chosen the red and some secondary colors to accompany the stuff. But and that way it's also it creates this style of the book. So you can go crazy, but the colors will hold the continuation. How long did you work on it, and how many pages could you do for example, in a day or in a week? It depends. This year I've drawn more than 200 pages of comics, but with this book it was like 2 years of work. Not every day, but during the week I was doing few pages. So yeah, it was a lot, or not the whole pages, but some segments of the pages. Yeah. So it was a constant grind for last 2 years. Yeah. Okay, thank you. Romuald, thank you so much. Je me retourne vers toi de nouveau. On parlait notamment de ces ambiances et des planches un peu plus ésotériques, pas du tout dans le réel comme celle qui ouvre l'album. Celles-là, comment tu les écris en script concrètement? Est-ce que tu as vraiment des descriptions comme il dit avec beaucoup de texte, ou est-ce que tu lui laisses, tu lui dis juste je veux quelque chose dans ce style-là, je veux des yeux, je veux des méduses un peu qui apparaissent, et tu laisses ensuite il va faire le travail. Je vais répondre à ta question. Faut juste que je digère un peu la ratatouille de Jacob. Je trouve ça vraiment dénoncé. Talking about ratatouille, it's wonderful. En fait, j'écris comme tout le monde. Je pense qu'on crée avec ses propres faiblesses et ses propres lacunes. C'est-à-dire que c'est à la fois une volonté, mais c'était aussi j'ai cru comprendre, voilà, quand je me suis dit, je vais écrire un scénario de bande dessinée, je me suis un peu renseigné comment les gens faisaient. Et j'ai vite compris qu'en fait, il n'y avait pas de leçon, que chacun faisait, à la fois, chaque scénariste faisait un peu à sa sauce, mais aussi chaque binôme faisait un peu à sa sauce. C'est-à-dire que
Je pense que le truc qui est intéressant, je sais plus, je pensais avec Jakub, il me parlait d'un scénariste qui lui expliquait qu'en fait, il écrivait différemment pour chacun des dessinateurs avec qui il travaillait. Et je pense que c'est le truc, en vérité, c'est le truc vraiment pertinent à faire. Moi, il se trouve que l'atelier les dessinateurs que je fréquente sont des dessinateurs qui aiment pas trop qu'on leur fournisse un découpage, voilà. Et moi, ça me correspondait parce que j'ai pas une vision, je suis pas un artiste visuel. Je suis pas un artiste visuel et j'ai tendance à penser que il y a une vraie différence entre un illustrateur et un bande dessinée. Et si j'avais envie de faire une bande dessinée, c'était avec un dessinateur de bande dessinée, pas un illustrateur. Dans cette formule un peu pédante d'art séquentiel, enfin d'art narratif séquentiel, c'est que la façon dont les cases, voilà, dont la narration passe de case en case, pour moi, ça doit être avant tout le travail d'un dessinateur, enfin du dessinateur de bande dessinée. Et ça s'est révélé à plein de fois. Il y a plein de planches où d'un coup, je regarde la façon dont Jakub a fait. Il y a une planche notamment au début où il y a une vignette qui est tournée à 90 degrés par rapport à la scène et qui rend du coup une perception temporelle. Le fait qu'il y ait une perception temporelle étrange à ce moment-là. Et ça, je me dis, à aucun moment j'aurais pensé à faire ça. Mais donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle, je sais pas, dans le jargon, une continuité dialoguée. Donc c'était un peu, presque un peu, j'ai l'impression d'écrire un épisode de Navarro, extérieur 1, scène 1, il fait nuit, Roger Hanin entre dans le PMU, voilà. Mais il se trouve que du coup, moi je suis romancier, et donc avec pas mal de didascalie, et il se trouve que je suis romancier, et donc moi je pouvais pas juste dire en 2 phrases, il se passe quelque chose, etc. Et donc les didascalies ont un peu grossi comme ça, et donc en fait je me suis retrouvé avec Nicolas Beaujoin, pour lui il est persuadé que c'est une pièce de théâtre, et il a raison. Bon, pas toujours, mais là il a raison. Et donc en fait j'ai quand même envoyé un texte de plus de 150 pages à Jakub, quoi. Donc c'est aussi, par exemple, et donc il y avait aucune, alors c'est pas vrai qu'il y avait aucune précision de ce que je voulais graphiquement, très peu. Voilà, il y a des moments où j'estimais, voilà, qui c'était par exemple ces histoires de deuil au départ. Tu parlais de cette scène. Je voulais commencer en fait, c'est pas un secret là. Le début, les premières planches, c'est un pastiche de Lovecraft, une nouvelle qui s'appelle Ex Oblivion, où j'ai repris le texte, où je voulais qu'il passe du rêve, qu'on soit dans le rêve et qu'on le ramène à la réalité. Je voulais que les premières pages soient la seule évocation un peu de cet aspect contré du rêve chez Lovecraft, et qu'on rentre par sa prose. Donc c'était un peu compliqué, c'est aussi le cas dans les lettres, c'est tout l'exercice, c'est-à-dire de donner l'impression que c'est du Lovecraft, je voulais pas le pasticher, je voulais pas, parce que un pastiche aurait sonné faux, il fallait que je me mette un peu dans sa foulée, voilà. Donc c'était vraiment, je voulais qu'on commence par le rêve, une entrée dans le rêve, pour répondre un peu à ta question. Mais du coup, le travail, oui, ça a été, moi j'ai l'impression, j'aime pas dire que j'ai écrit une pièce de théâtre, parce que j'ai vraiment, au meilleur de ce que je pouvais, penser au fait que ça allait être un truc graphique. Par exemple, Jakub l'évoquait tout à l'heure, et je sais pas comment dire, ça me fait hyper plaisir que j'ai fait une sorte de schéma, ce qu'il évoque. Il y avait une construction en miroir, tu vois, c'est le mec qui a un peu trop lu les Watchmen, où chaque page, tu vois, c'est pages en miroir, etc., où la construction est importante, voilà. Et donc je lui avais fait un truc en disant, voilà, il y a cette scène miroir, et puis les scènes, et puis comment ça se répondait, etc. Donc j'avais l'impression de lui avoir donné assez d'informations pour qu'on aille où on allait, mais après il y a ce truc qui pour moi est crucial, c'est-à-dire que voilà, j'ai cru comprendre que les relations entre scénaristes et illustrateurs sont parfois un peu compliquées. Enfin, moi, je passe mon temps beaucoup avec des illustrateurs qui pestent beaucoup sur les scénaristes en disant, oui, la tour, elle est trop petite, la paire de seins, elle est trop grosse, ou je ne sais quoi. Et moi, voilà, donc en gros, à dire que leur scénariste est un peu un emmerdeur, et moi, je voulais pas être l'emmerdeur de Jakub. Et surtout, je lui demanderai si oui, ça mais dit comme un emmerdeur. Oui, je l'emmerdais. Hein. Je pense qu'il y a certains endroits forcément où je l'emmerdais, parce qu'il y a certains trucs, tu vois, quand je lui dis, je veux absolument que ça soit cette marque d'encre là et que ça soit ce truc là, parce que c'est le problème avec Lovecraft. Hein, et encore, on n'a pas fait un truc sur Tolkien, ça aurait été le level d'après. C'est-à-dire que il y a des gens, voilà, qui sont des spécialistes de ça et qui vont dire oui, mais en 1924, donc moi je voulais que tout soit irréprochable. Il y avait ce double challenge. Il fallait que le lecteur de Lovecraft, les spécialistes de Lovecraft retrouvent ses petits, et celui qui ne connaisse rien se sente pas envahi par des références. Voilà. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça. Et donc, mais voilà, je voulais pas être l'emmerdeur de Jakub, et aussi, je dirais que moi c'est cette chance, c'est que je suis pas. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est que je suis avant tout écrivain.
Donc j'ai mes romans pour cultiver mon ego. J'ai un ego, hein, forcément, comme tous les autres des artistes, et en plus parfois sûrement un peu trop gros, ou enfin j'essaye de dégonfler, mais faisant une bande dessinée, pour moi c'était hyper pertinent que ce que je voulais avant tout, c'est au service du dessinateur. Il y a quand même ce truc qui est hyper troublant. Je prends le parallèle de l'adaptation télé, enfin l'adaptation cinéma, c'est que les meilleures adaptations de livres sont souvent celles que les écrivains détestent. C'est-à-dire que t'interroges King, il va te dire que Shining c'est sa pire adaptation. Je sais pas, ils doivent préférer Le Cimetière des années 80, qui est une sorte d'horreur. T'interroges Alan Moore, c'est La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, alors que c'est un réel chef-d'œuvre, effectivement. Voilà, et donc et moi le truc c'est que c'est pas que je voulais pas reconnaître mes petits, mais je voulais que ça soit le livre de Yacoub. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai insisté pour n'intervenir à aucun moment dans son travail. Bien sûr, il y a eu des corrections, on va pas se mentir, mais je voulais que ça soit son livre. C'est ça. Enfin, ça serait que c'est complètement dingue. On sait bien qu'un bande dessinée, enfin, tu vois bien, il suffit d'être un scénariste, de s'asseoir une fois en dédicace. Les gens, certes, ils parlent avec toi, mais c'est pas toi qui viennent voir. Ils en ont un peu rien à foutre, quoi. Et c'est normal. C'est le livre du dessinateur. Et voilà. Ce livre, c'est avant tout le livre de Yacoub, et je suis content que ça soit terminé comme ça. Voilà. Tu disais que tu voulais pas faire un bouquin trop référencé ou que ce soit forcément une biographie telle quelle de Howard Phillips Lovecraft. T'as quand même beaucoup de personnages qui interviennent de sa vie. Oui. Et donc on comprend même avec la postface de François Bon en fait qui ils ont été ou pourquoi ils ont été, si jamais on connaît pas toute l'œuvre, mais aussi des personnages qui n'ont pas été dans son quotidien, enfin qui n'ont pas été ses contemporains. Oui. Comment tu les as choisis? Pourquoi eux un petit peu? Comment est-ce que tu évoques cette idée que c'est ça, que Lovecraft c'était une culture contemporaine, enfin de son époque, de la continuation de personnes qui l'ont précédé, et justement aussi donc un point d'ancrage pour la nouvelle. C'est ce que disait Yacoub un petit peu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui quand tu lui demandais est-ce que tu aimes Lovecraft, il dit aujourd'hui tu peux pas faire autrement, c'est-à-dire que c'est devenu une telle référence partout. Lovecraft est tellement là, le but c'était de s'interroger sur l'homme qu'est Lovecraft, et Lovecraft a tellement été réinventé, réécrit par Derleth, par tous ses continuateurs, par Sandy Petersen au moment du jeu de rôle, voilà. Et la scène avec Moore, King, voilà, il y a ce truc de dire on va faire une sorte de nouvelle star de l'imaginaire. Je pense aujourd'hui très clairement, ce serait peut-être pas ces gars-là, qu'aujourd'hui il y a des gens qui seraient capables d'expliquer si Lovecraft est là, se pointer, s'asseoir là, tu vois, là, il y a des gens qui seraient capables de venir leur expliquer ce que c'est qu'être Lovecraftien. Et ce que c'est que l'imaginaire Lovecraftien, et toute sa vie en fait il a été incompris, et mais aussi le succès est forcément une incompréhension, c'est toujours une incompréhension. Je pense qu'aujourd'hui il verrait le succès qu'il a, et déjà il serait un peu effaré, et surtout je pense que ça l'horrifierait, parce que je pense qu'il imaginerait avoir du succès pour des choses qui étaient pas les choses les plus importantes pour lui, quoi. C'est toujours une incompréhension, le succès. Donc c'est ça que je voulais mettre en évidence. C'est comme voilà, il y a les problèmes de thématiques troubles avec Lovecraft, le racisme, l'antisémitisme. Oui, sur lequel tu passes quand même dessus. Alors c'est pas non plus, tu vas pas en parler pendant 20 pages, mais tu t'as quand même tenu aussi à le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont un problème avec cet auteur, parce qu'il a aussi ces aspects de sa personnalité. C'est quelque chose qu'on a longtemps mis glissé sous le tapis, et puis c'est marrant parce que j'ai découvert pourquoi j'ai été, parce que certains lecteurs m'ont dit que j'étais hyper virulent avec lui, alors que je ne fais que citer des lettres, hein. Oh waouh. Voilà. Oui. Bah oui, mais après il y a toujours, tu sais, voilà. Tu dis les faits, mais enfin, voilà, si tu veux du virulent, on peut y aller plus loin. Je ne fais que dire les faits, mais je crois je pense qu'ils ont ressenti une colère, et c'est en discutant avec eux, je me suis aperçu que c'est la colère du gosse que j'ai été. C'est-à-dire que moi, je suis comme beaucoup, je suis tombé fan de Lovecraft à 15 ans. Et à une époque en plus où tout ça a été passé, même si bien sûr quand tu lis La Rue, quand tu lis certaines nouvelles, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est pas bien. Puis moi je suis un fils d'immigré italien, donc quand plus tard tu lis ses lettres et il ne cesse de parler de sémitico, italano-mongoloïde, c'est sa formule globale. Donc en fait j'avais envie de régler ses comptes, en dire mais enfin. J'étais en colère de lui dire mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais un salaud d'une espèce très conventionnelle, voilà. Alors après il y a le truc qui n'excuse rien, mais qu'on doit comprendre en fait. C'est-à-dire que l'horreur on doit essayer de la comprendre, et c'est que ça c'est une image très figée de Lovecraft. C'est une image du Lovecraft de la fin des années 20 quand il n'a pas bougé de chez lui, etc. À la fin de sa vie, Lovecraft, je dis pas qu'il est, mais à la fin de sa vie c'est un socialiste convaincu.
il a fait énormément amende honorable sur son antisémitisme. Le seul truc dégueulasse qui reste chez lui, c'est sa position rétrograde vis-à-vis des Afro-Américains. Mais qui est une position, hélas, quand même largement majoritaire à l'époque dans la société qu'il est. Enfin, on sait bien aujourd'hui, on se bat. Enfin, j'évoquais ça il n'y a pas très longtemps avec un autre de tes collègues qui aujourd'hui, par exemple, on voit la position par rapport aux femmes ou des choses comme ça qui est enfin, cette nuit, par exemple, j'avais un peu de mal à dormir et donc je disais ça, je fais du doom scrolling en espérant trouver un balrog, ce qui n'est pas arrivé, mais tu sais, de ces vidéos là, je vois un truc sur Lina où c'était hallucinant, c'était une femme dans les années 70 qui se baladait dans la rue et qui demandait aux hommes s'ils battaient leur femme. Alors vous, est-ce que vous battez votre femme? Oh oui, enfin on peut pas dire que je la bats, je la dispute un petit peu, voilà. Et aujourd'hui, c'est un truc, on sait que c'est une horreur, voilà. Et bon, bref, tout ça pour dire que ça n'excuse rien, mais il est aussi grande partie dans cette position-là le fruit de son époque. Et en plus, sachant que Lovecraft, eh ben, c'est pas dans son époque qu'il vivait, il vivait 2 siècles plus avant. Donc voilà, je sais pas quoi penser de ce truc-là. Je pense que si j'avais su avant ça, j'aurais jamais lu Lovecraft. C'est par exemple, ça me fait j'ai la position avec Céline, c'est-à-dire que Céline, je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai lu certains des pamphlets avant de lire ses grandes œuvres et j'ai une réaction épidermique, ça me fait vomir. Voilà, l'œuvre de Céline me fait vomir, vraiment littéralement. Je suis incapable de voir un moindre talent chez Céline. Et puis en plus, je fais partie de cette école où on compare souvent Céline à Proust. Je trouve que c'est mélanger les torchons et les serviettes pour moi, vraiment. D'accord. Et il y a aussi quand même tout ce rapport à la création. Justement, tu parlais de la façon dont on a dépossédé Lovecraft, et c'est ce qui est un peu évoqué autour de l'œuvre aussi, d'un homme en fait qui voulait disparaître, enfin qui est persuadé que rien n'a d'importance, rien n'a de signification, et qui en fait va devenir important peut-être malgré lui, et d'évoquer ça au dernier jour de sa vie, de se dire mais en fait ouais, ça vous n'avez rien compris à ce que je voulais dire ou à ce que je voulais faire. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une incompréhension. Après là, je pense que c'est la volonté. Tu sais, il y a des trucs quand tu écris un livre, quand tu commences. Moi, j'ai pas un plan comme ça. Je te dis, je savais dernier jour, etc. Mais le cœur même du livre, de comment j'allais accéder à une histoire universelle, est resté très très longtemps assez flou pour moi. C'était un peu compliqué. Et effectivement, je pense que c'est là où ça doit. Enfin, je l'espère, ça parle à tout le monde. C'est comment on arrive dans notre vie à avoir la vie où les gens nous voient tel qu'on aimerait. On dit toujours il y a 3 personnes, quoi. Il y a celle que les gens voient, celle qu'on pense qu'on est et celle qu'on est vraiment. Et Lovecraft a dû sûrement se battre beaucoup avec ça, mais on se bat tous avec ça. Et son aspect créatif, oui, c'est oui, voilà. Après, moi j'aime beaucoup avoir une réflexion sur la création mais parce qu'on crée tous à notre petite mesure, sans pas besoin d'écrire des bouquins. Tu crées ta vie, tu crées ton point de vue, tu t'élèves tes enfants. Voilà, Lovecraft, il avait rien de tout ça, donc ça se retrouve dans la littérature. Après, il y a cette ambivalence avec Lovecraft, c'est-à-dire que tu découvres vraiment beaucoup, en fait, que dont t'es moins, enfin, quand tu lis que les nouvelles, tu peux imaginer ce qui a été beaucoup imaginé à l'époque, dans les années 70, quand Bergier, tu vois, a écrit sur truc, il est persuadé que Lovecraft croit à ce que Azathoth est quelque part au fin fond de l'univers, quoi. Pour lui, c'est un auteur du réalisme magique. Enfin, je veux dire, il dévoie complètement l'écriture de Lovecraft. Et quand tu lis ses lettres, ben voilà, tu découvres que c'est un auteur fondamentalement matérialiste. Et donc, c'est là que tout d'un coup, je me dis, mais comment il a géré cette ambivalence en arrivant là, au seuil de sa vie? C'est-à-dire, est-ce que je continue à croire qu'il n'y a rien après pour le dire, ou est-ce que j'aime espérer qu'il y a quelque chose qui est après? Et je pense que c'est la question qu'on se posera tous un jour et qu'on doit tous se poser un peu tous les jours, et puis qui va plus loin, qui est que c'est pour ça que pour moi c'est un livre très lumineux, même si on pense qu'il est sombre. C'est que pour être vraiment en vie, véritablement en vie, vraiment vivant, il faut accepter de mourir. Et c'est ça, cette histoire. Enfin, bon, pour moi, c'est ça, cette histoire. Parce que j'avais aussi l'impression de le percevoir comme ton propre manifeste sur l'écriture, et c'est la création. C'est-à-dire que tu dis, c'est une BD aussi qui parle de l'importance de créer en tant que tel pour mettre du sens dans un univers qui n'en a pas. Est-ce que aussi, cette bande dessinée avec Yacoub, du coup, c'est une façon pour toi de donner un sens à ta vie en tant qu'auteur, même si t'as déjà écrit avant, mais ça donne oui, forcément. Après, je veux pas te cacher que cette BD a eu une histoire je sais pas comment le dire. Alors, je suis désolé pour les blancs parce que c'est très, très sensible pour moi, mais c'est-à-dire que
c'est peut-être mon côté un peu Paco Rabanne, même si j'ai pas été une prostituée à Babylone comme lui. Enfin, tu sais, Paco Rabanne, tu vois, il avait des. Non, moi, j'ai pas la rage, je suis pas cultivé. Alors Paco, non, c'est pas question de pas cultiver. Paco Rabanne, donc, qui était un grand couturier. C'était un type qui était persuadé d'avoir eu des vies antérieures, quoi. Et notamment, une de ses vies antérieures, il était persuadé d'avoir été une grande prostituée à Babylone, tu vois, le sorte de truc avec cette esthétique un peu gay. Enfin, c'était assez fun, quoi. Bref, tout ça pour dire que des fois, j'ai l'impression que l'idée des livres vient comme si elle annonçait ce que j'allais vivre. C'est quand même une sorte de réflexion sur le deuil. Il se trouve que pendant l'écriture de ce livre, j'ai perdu mes 2 parents. Donc effectivement, c'est une réflexion sur le deuil, le sens de ça, et sur la création aussi, parce que voilà, c'est Pessoa, c'est quand Pessoa dit on écrit parce que la vie ne suffit pas. Voilà. Je pense que Lovecraft, c'est ça. C'est pourquoi, enfin, la vie ne suffit pas. Ok, et je vais me tourner vers Jakub pour conclure avec une dernière question. I've got the last question for you. Yep. How do you make a good cover for a book? Because I remember I wrote about this book since the beginning 2 years ago, and at each time I did an article, the cover was different. So yeah, because it was like a thing in development, you know, and we were going back and forth with Nicholas with different kind of covers. He did the graphic design for the book, so I was sending him different pictures and we were checking out, and first we were satisfied, so he was using it online, I guess. That's why you have the trace of many covers. Yeah, at least 3. At least 3, and after that we would change our opinion and use another one and another one and another, you know, I did a lot of those images, so I think the last choice was not obvious for me, you know. It was just another illustration I sent, and I thought, well, it's nice, but I think the last choice was the best of all of those choices, you know. Mm-hmm. And what makes it the best? Like I said, just it's hard to say, you know. There is some ethereal quality to the cover. It's always difficult choice, but I think it has to. Americans have a good word for that. It's iconic, you know. It has to hit you in the right place. You have to see it. It has to be visually satisfying, but also it has to look like a simple thing, you know. Okay, thank you very much. Thank you so much. Donc, on se quitte là-dessus. Après, j'imagine que tu as peut-être d'autres projets. Enfin, j'imagine que tous les deux, you both have new projects in mind, maybe together or maybe separately. Yeah, we never say never, you know. D'accord. We'll see. Pareil pour toi. Oui, des projets. Bon, j'ai des projets de romans, donc mais c'est pas le lieu. Je travaille sur des romans, la bande dessinée. Oui, forcément, on y réfléchit. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que là, ça fait quelques jours que je passe du temps avec Jakub, et Jakub m'a dit un truc assez chouette. J'ai trouvé il y a quelque temps. Il me dit en ce moment, j'arrive pas à lire de la fiction parce que je lis que les journaux ou des essais, parce que à chaque fois que je lis de la fiction, je suis envahi par les images. Et cette formule, et tout d'un coup, je me suis dit, voilà, j'aimerais, maintenant que je le connais un petit peu, qu'on a un peu changé, qu'on a un peu aussi, que je sais, je vais peut-être un peu réfléchir, voir si je peux pas trouver une idée pour l'envahir, voir le saturer d'images. Très bien. Ben, on te souhaite une bonne invasion culturelle, bien entendu. Et je vous remercie tous les deux d'avoir été présents pour cette émission, d'avoir donné un petit peu de votre temps. Donc, le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, c'est disponible en librairie. Faites vite parce qu'on sait que tout a été, enfin, il y a plus de stock, tout a été mis dans les librairies. Donc, n'hésitez pas à vous ruer dessus. De toute façon, la couverture, même si on juge pas un bouquin à couverture, devrait vous appâter assez facilement. Et je vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez le soutenir, ainsi que les auteurs et artistes qui viennent de présenter leurs travaux dedans, vous n'avez qu'à partager l'émission sur vos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain podcast. Romuald, Jakub, merci à vous. Merci. Salut. Thank you so much.